Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Ça roule, 19h-20h, Pierre Chasseret, Jean-Marie Bordry. Les vraies voix qui font bouger la France, ça roule tous les vendredis soirs sur Sud Radio avec Pierre Chasseret qui est avec moi ce soir, mon cher Pierre. Eh bien, on parle du 100% électrique. On va dire que ça monte en gamme. Ouais, une annonce qui a surpris, et je vais même vous dire mieux, Jean-Marie, une annonce qui a surpris même Jaguar France qui ne s'attendait pas à ce virage. Je vous le dis parce que je les ai contactés. Jaguar a annoncé qu'ils allaient passer au 100% électrique. Formidable, ça c'est un symbole. On en parle tout de suite avec notre premier invité qu'on accueille avec plaisir sur Sud Radio. Sylvain Resset, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue à vous sur Sud Radio. Vous êtes journaliste auto au Figaro. Alors, cette annonce de Jaguar, c'est pas la première. On a d'autres constructeurs auto comme ça qui parlent d'électrification. Je pense notamment dans le secteur du luxe à Alpine, qui a fait les mêmes annonces. Est-ce que ça veut dire, pour tous ceux qui nous écoutent, que ça y est, la voiture de demain sera électrique ? J'espère pas. En tout cas, j'espère pas qu'elle sera totalement électrique. Sinon, je sais pas comment on va faire. Déjà aujourd'hui, on nous explique qu'il faudrait construire une centrale nucléaire en plus. Demain, si tout le parc est électrique, je sais pas comment on va faire. Vous avez vu récemment au Texas, il y a eu blackout parce qu'il y a eu un épisode de froid et plus d'électricité. En France, ça a failli nous arriver au mois de janvier. Et il n'y a pas encore beaucoup de voitures électriques. Le parc reste encore très faible. Si demain, tout le parc est électrique, il faudra choisir peut-être entre l'électricité à la maison et la voiture électrique. Est-ce qu'on sait pourquoi le secteur du luxe a tardé à se lancer dans le tout électrique, justement ? En fait, c'est un virage radical parce que tout électrique, ça veut dire que quelque part, on perd son indépendance j'ai envie de dire industriel. Il faut savoir que les batteries et tous les systèmes embarqués dans les voitures électriques sont fabriqués aujourd'hui en Asie. Donc ça veut dire que les constructeurs européens, les constructeurs occidentaux, finalement, sont quasiment obligés de fermer leur usine. Donc, et puis, on change pas. L'automobile, c'est une industrie lourde, c'est un paquebot, donc on change pas de cap comme ça du jour au lendemain, d'un claquement de doigts. Ça prend du temps. Ça se fait pas en 5 minutes. Donc, il y a des voitures qui ont des durées de vie, il y a des cycles de vie à respecter, et on peut pas dire on coupe, on enlève toutes les voitures qui sont. On peut pas tout changer du jour au lendemain. On peut pas tout changer du jour au lendemain. Ça se fait progressivement, petit à petit. Alors Jean-Marie, j'ai fait l'arbre généalogique de Jaguar parce que ça peut surprendre quand même. Pour celui qui aime Jaguar, on a du mal à voir le lien comme ça d'un seul coup avec l'électrique. Alors Jaguar, c'est le groupe Jaguar Land Rover. Land Rover annonce aussi bientôt des véhicules électriques. J'en ris un petit peu parce que vraiment on a du mal à trouver le trait d'union entre Land Rover aujourd'hui et le véhicule électrique. Et tout cela appartient à un groupe qui est Tata Motors. Alors Tata Motors, Sylvain Resser, il faut partir quand même sur l'autre continent pour aller le chercher. C'est plus britannique finalement, Jaguar. Non, Jaguar, ça fait déjà plus d'une dizaine d'années que c'est indien. Ça appartient au groupe conglomérat indien Tata, qui fait des voitures par ailleurs en Inde, des petites voitures. Et ils ont racheté à Ford, il y a une dizaine d'années, Jaguar Land Rover. Et donc ils sont implantés dans le luxe. Alors le problème de Jaguar Land Rover, finalement, il est assez simple, c'est qu'ils se sont laissés endormir avec des ventes très importantes de voitures avec des gros moteurs en Chine et aux États-Unis, et ils n'ont pas travaillé sur l'amélioration des moteurs existants. Donc aujourd'hui, ils ont des émissions de CO2 qui sont très importantes sur la gamme existante. Et donc pour baisser ces émissions, parce qu'en Europe, aujourd'hui, on est à 95 grammes pour la norme. Demain, on va être à 90, 88 grammes. Et en 2030, on va être, je ne sais pas où encore, mais... Et Jaguar était largué. Et Jaguar était à plus de 140 grammes, peut-être même 150 ou 160. Donc, inadapté du coup. Inadapté, et surtout avec des amendes à la clé énormes. Donc ça sonne un petit peu quand même le barreau d'honneur du côté des grands et des géants constructeurs d'automobiles de luxe. J'ai regardé, regardez, je parle à tous ceux qui nous écoutent en ce moment, qui sont peut-être en train de rouler s'ils ont une petite dérogation. Vous avez déjà remarqué, Jean-Marie, sur autoroute, les Tesla, les modèles S notamment, eh bien on les double. Et elles roulent bizarrement
à des vitesses anormalement basses. Alors j'ai cherché, j'ai gratté, je me suis demandé pourquoi. C'est facile, et Sylvain est en train de rire évidemment, parce qu'en fait une voiture électrique, dès que vous passez les 130 km/h, vous voyez la jauge d'autonomie. Les 110 même. Ouais. Et alors si vous êtes à 130, c'est une catastrophe. Ça veut dire que la voiture est extrêmement puissante, elle est réputée pour ça, elle peut aller très vite. Mais vous n'avez pas d'autonomie. Vous n'avez pas d'autonomie, donc à 130 ou 140 par exemple, vous videz complètement votre batterie. Donc j'ai du mal à comprendre exactement. Alors c'est bien fait pour ceux qui roulent à à 140, on rappelle que c'est interdit, la limitation de vitesse maximale c'est 130 sur l'autoroute, mais donc du coup c'est une énorme limite pour une voiture de luxe. Et alors, c'est bien pour ça qu'il y a des projets pour limiter la vitesse sur autoroute à 110 km/h. Et voilà. C'est pour les voitures électriques, parce qu'effectivement, comme le rappelait Pierre, au-dessus de 110 km/h, une voiture électrique a une consommation quasiment exponentielle. C'est-à-dire que par rapport à ce qu'annonce un constructeur, vous allez consommer de l'ordre de 30 à 40% de plus. Donc, c'est considérable. C'est considérable sur une voiture qui est donnée pour 400 km d'autonomie. Finalement, sur vous allez faire, on 220, vous allez faire 220 km d'autonomie. C'est pour ça que les Tesla, on les double. Ils roulent à 110 et souvent ils roulent. C'est le lièvre et la tortue. La Tesla démarre beaucoup plus vite et beaucoup plus fort, mais à la fin, la 2 chevaux la double. Et souvent ils roulent avec la fenêtre ouverte parce qu'ils coupent le chauffage ou la climatisation, parce que ça aussi. Sans compter l'aérodynamisme qui est perdu. J'ai envie de dire, ça mange de la batterie. C'est environ 5%, entre 3 et 5% de votre batterie qui est consommée par la climatisation sur les véhicules électriques. Donc quand vous avez ça, plus le fait que vous roulez sur autoroute à des vitesses acceptable, entre 110 et 130, vous n'êtes pas fangio. Hein. Donc derrière, vous allez avoir une consommation extrême, une autonomie extrêmement réduite. C'est moi où vous décrivez l'enfer, si vous voulez, de l'automobilisme de demain, qui sera sur une voiture complètement électrique et qui aura les mêmes problèmes qu'on a tous les jours avec notre smartphone, parce qu'à partir de 17h, il faut déjà le rebrancher. C'est vraiment ça. Mais vous savez, Jean-Marie, je me rappelle des annonces d'Apple à l'époque qui disaient la voiture autonome demain, ça sera un iPhone sur 4 roues. Ce qu'ils avaient oublié de préciser, c'est que ça serait la même autonomie. Mais outre la plaisanterie, le véhicule électrique est une super voiture urbaine, une super voiture de réseau secondaire jusqu'à 80 km/h à peu près, 90 grand maximum. Mais au-delà, vous n'avez pas d'autonomie. Donc là, j'ai du mal à comprendre. Je me mets à la place de celui qui nous écoute, qui se dit, bon, Jaguar passe à l'électrique, Alpine passe à l'électrique. Sylvain Resser, qu'est-ce qui se passe? On ne peut pas imaginer une Alpine qui roule à 100 km/h sur autoroute. Mais ce qui se passe, c'est que l'Europe est en train de se tirer une balle dans le pied, finalement, parce que on est en train de nous dire que l'automobile va résoudre le problème de la pollution. Or, les émissions globales de l'automobile dans le monde, c'est 6% du CO2. 6%, j'ai envie de dire que nous, à l'échelle de l'Europe, on se met des normes incroyables. On est dans la bataille du gramme. Oui. J'ai fait le calcul cette semaine, si vous écoutez la matinale, ça roule à 6h17 le matin. J'ai fait le calcul, la France, c'est en gros, sur son secteur de l'automobile uniquement, entre 0,4 et 0,5% des émissions globales. Donc, si derrière, on essaye de gagner un petit peu, ne serait-ce que 10%, c'est déjà énorme là-dessus. Sur 0,4, c'est insignifiant, on le verra. Alors, je vais peut-être me faire l'avocat du diable, en tout cas du vôtre. Imaginons par exemple que la France se soit lancée dans les toutes premières voitures à moteur au 19e siècle, avant qu'elle soit plus compétitive que des calèches à chevaux. Mais ça lui aurait donné un avantage comparatif énorme pour les décennies suivantes. Eh bien, Jean-Marie, bim badaboum, vous me l'avez servi sur un plat d'argent, puisque les premières voitures, elles étaient françaises et elles étaient électrique. Il faut aller dans les années 1860 à peu près, 61 si je ne dis pas de bêtises, pour avoir la commercialisation de la première voiture électrique, qui est abandonnée en 1900 à peu près progressivement au moment de la Ford T, parce que Ford a réussi à pallier ce qui était le plus gros problème du véhicule électrique de l'époque. On est début 20e siècle. Il y en avait deux, le prix et l'autonomie. On est 120 ans plus tard, on a toujours le prix et l'autonomie. Finalement, on n'a pas progressé. On n'a presque pas progressé. Revenons avec vous, Sylvain Resser, sur les autres marques de luxe. Vous avez parlé d'une marque mythique, ça c'est Jaguar, même si ça a changé, ça appartient aujourd'hui à Tata. Quelles sont les autres marques de luxe bien connues, les marques traditionnelles, j'entends, qui ont déjà misé sur le tout électrique? Alors, tout électrique, il n'y en a pas. Pour les raisons qu'on évoquait tout à l'heure, c'est que c'est des paquebots et on ne peut pas changer de direction comme ça du jour au lendemain. Maintenant, on a Porsche qui fait des voitures 100% électriques, qui a une gamme hybride rechargeable qui s'étend aussi.
Vous avez toutes les marques allemandes du premium, Audi, BMW, Mercedes, qui arrivent avec une offre, on va dire, assez conséquente de voitures électriques. Et puis Ferrari. Ferrari, qui reste, Ferrari, ça va être le dernier à basculer au 100% électrique. Alors, ils ont déjà, parce que en fait, la réglementation est différente selon le nombre d'exemplaires qu'on fabrique tous les ans. Et quand on est sous la barre des 10 000 voitures, ce qui est le cas de Ferrari, encore aujourd'hui. Donc, si j'ai bien compris, en revanche, la leçon qu'on peut retirer de ce que vous nous expliquez, Sylvain Resser, ça veut dire que les constructeurs misent sur l'électrique uniquement par contrainte à cause des normes qui leur sont dictées et pas par feeling ou flair industriel, contrairement à Tesla. Exactement. C'est contraint et forcé par la réglementation européenne que les constructeurs sont obligés d'aller vers l'électrique et l'électrification de leur gamme. Et puis on avait un deuxième point aussi qui oblige les constructeurs à aller sur au moins de l'hybride qui permet de passer en 100% électrique. Ce sont ces zones à faible émission qui fleurissent un peu partout en Europe et notamment en France et qui vont imposer, mais qui vont imposer à certains véhicules d'être en mode électrique pour pouvoir traverser, parce qu'on imagine bien que les émissions de CO2 d'une Ferrari sont un peu supérieures à votre petite Clio, certainement. En revanche, si c'est une zone à faible émission, là encore je me fais l'avocat du diable, mais en centre-ville, c'est moins grave d'avoir une faible autonomie à 110 en centre-ville, dans la mesure où de toute façon vous n'y arrivez jamais, quoi. Et donc la dernière Ferrari qui a été présentée propose une Ferrari avec une autonomie d'en gros, alors annoncée WLTP, c'est-à-dire l'homologation, on n'y est jamais, mais grosso modo qui vous permettra de faire entre 20 et 40 km en ville en 100% électrique. Et là ils ont gagné. À 50 à l'heure. Parce que là, ils ont gagné. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui a les moyens de basculer dans des véhicules de luxe, lui, il pourra rouler. Par contre, moi, je me mets à la place, encore une fois, de celui qui nous écoute, l'automobiliste de base. Lui, on lui dit que sa voiture, elle peut pas rouler. Mais c'est quand même du gâchis. Honnêtement, on a le droit d'aimer tout ce qu'on veut comme voiture, mais c'est du gâchis d'avoir une Ferrari, de pouvoir s'en servir surtout en centre-ville, pour le coup, c'est-à-dire à 50 km/h, même si, évidemment, on doit respecter toujours les limitations de vitesse et qu'une Ferrari peut aller plus vite que la limite maximale sur l'autoroute. Globalement, on la fait pas pour faire du cabotage en centre-ville avec des sens interdits, des feux rouges. Non, mais il peut y avoir des clients qui habitent dans le centre-ville ou à la périphérie, ou en tout cas dans des zones habitées. Donc ils ont besoin de sortir la voiture du parking pour partir sur la route, et donc ils vont traverser des zones habitées et où des zones à faible émission, et là où ils seront obligés d'être en zéro émission, et le fait d'avoir une voiture hybride rechargeable permettra de rouler. Ils pourront rouler. Qu'est-ce qu'il faudrait, Sylvain Resser, pour que vous vous convertissiez au tout électrique? Quelle est la voiture tout électrique de vos rêves, celle que vous accepteriez tout de suite? Non, mais moi, je suis convaincu par l'électrique quand on conduit, quand on roule avec une voiture électrique. C'est extraordinaire parce que vous avez la puissance et le couple disponibles dès le démarrage. Ça fait des accélérations fulgurantes. Ça fait pas de bruit, c'est silencieux, c'est très agréable. Mais je pense que en ville, effectivement, faut peut-être diminuer la place de la voiture, voire complètement supprimer la voiture dans certaines villes, pourquoi pas. Parce que là, de perdre Pierre Chasseret. Attention, Sylvain. Là, il y a un problème de pollution et de pollution à l'air. Donc, c'est même plus la question du CO2. Mais après, je pense qu'il faut, si on veut être assez pragmatique et raisonnable, il faut qu'il y ait un peu de tout. C'est ça. Il faut qu'il y ait un peu de tout. Et je le dis souvent, on pollue quand on roule. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est en train de taxer les grosses voitures pour faire rentrer un peu d'argent dans les caisses. Mais on est dans l'idéologie. Ces voitures, en plus, elles ont souvent plus de technologie que d'autres. Et les petites voitures qui roulent plus, elles polluent souvent plus que des grosses voitures qui roulent plutôt moins. Ça, c'est une évidence. Donc, une voiture, le gros 4x4, enfin le une gros voiture, SUV, une voiture, elle pollue quand elle roule. Si elle est dans un garage, elle pollue pas. Non, c'est sûr. En fait, ce que veut dire Sylvain, c'est que si on prend même une voiture très moyenne, très standard des années 80-90, elle polluera davantage que celui qui est stigmatisé aujourd'hui dans un SUV neuf. Le SUV neuf, la plupart du temps, vous avez certains SUV qui émettent quasiment rien comparé à ces véhicules-là. En revanche, pour revenir quand même sur la croisade anti-voiture en ville sur la place de l'automobile,
Il est bien évident qu'une ville, elle n'a pas pour vocation d'accueillir toutes les autos du monde. C'est une évidence. Il est évident aussi que dans notre pays, on a une démographie qui va progressante. Je suis né, il y avait 50 millions de Français, on est à 70 millions maintenant. C'est ça. C'est une évidence qu'il va falloir, on ne peut pas promettre une place en automobile à tous. En revanche, le faire par le biais de la ségrégation par l'argent, là on a un problème. Ségrégation, c'est peut-être un terme un petit peu fort. Qui est plus celui qui n'a pas les moyens d'acheter un véhicule neuf, c'est compliqué. Par contre, Sylvain est un spécialiste notamment d'une marque, et pour rebondir, pour avoir écrit 2 livres magnifiques sur BMW, dont le dernier BMW Motorsport aux éditions ETAI, BMW et l'électrique, pour parler vraiment d'une marque qui là est mythique tant dans le sport mécanique que dans l'image de la fiabilité, de la robustesse qui traverse les temps, ce côté germanique que tout le monde aime. Ils en sont où sur l'électrique aujourd'hui, BMW? Comme tous les constructeurs, ils sont contraints, donc ils arrivent et ils ont été les premiers finalement. Ils avaient une petite voiture, la i3, avec une carrosserie, une structure, une plateforme en carbone. Parce que ce qu'on dit pas, c'est que la voiture électrique, ça pèse très lourd aussi. L'équation, elle est 1 kg de batterie égale 1 km. Donc, si vous voulez faire 500 km, il faut embarquer 500 kg de batterie. Ça donne un peu une idée des choses. En fait, de l'énergie qu'il faut. Une petite citadine, je prends la Honda E par exemple, elle fait 1,5 tonne, c'est-à-dire le poids d'un SUV. Voilà. Oui, c'est considérable. Et donc, pour poursuivre, BMW a été parmi les premiers à avoir une offre électrique. Et là, ils arrivent avec, d'ici 2023, avec 5 nouveaux produits. Il y en aura 2 cette année. Une berline, la i4, qui va concurrencer la Tesla 3. Et on va dire un gros SUV, un gros crossover qui arrive fin d'année. Si je reviens sur les différentes marques qui misent sur l'électrique, que ce soit par choix ou par contrainte, sur quoi ils innovent le plus et investissent le plus pour faire la différence? J'imagine c'est l'autonomie de la batterie, non? Alors, aujourd'hui, justement, c'est là où c'est intéressant, il y a débat. C'est qu'on ne sait pas encore, les constructeurs hésitent entre avoir une grosse batterie et recharger moins souvent, ou avoir une plus petite batterie et recharger plus souvent, sachant qu'on vient de dire qu'une grosse batterie, c'était du poids. C'est ça. Donc, qui dit grosse batterie dit s'arrêter moins souvent, mais on recharge. Faudra plus d'1 heure pour recharger la batterie. Obligatoirement. Il n'y a pas une seule marque de voiture électrique qui vous permette de faire le plein électrique, si j'ose dire, sur l'autoroute en moins d'1 heure. Ça n'existe pas. Il y en a aussi. Alors, il faut savoir que les meilleurs systèmes aujourd'hui, c'est Porsche avec le Taycan. Ils ont un système en 800 volts avec une borne rapide. On peut recharger, on va dire, en une grosse vingtaine de minutes. Oui. Mais on va recharger 80%. Ce qu'on dit pas, c'est que on va mettre autant de temps à recharger les 20 derniers pourcents qu'on a rechargé les 80%. C'est pas encore au point. C'est pas encore au point. Et si toutes les bornes sont occupées, la puissance de charge... C'est ça. La puissance, le débit baisse. C'est comme votre réseau Wi-Fi, il y a trop de monde qui exactement, l'électricité se répartit entre les bornes. Pour parler chiffres, sur une petite citadine électrique, pour ceux qui sont intéressés et qui écoutent, alors sur une borne de recharge sur autoroute, vous allez mettre 1 heure pour recharger quasiment au max, voilà, 1 heure. Effectivement, les 20 derniers pourcents sont très longs à aller chercher. Et ça coûte cher. Et ça coûte relativement cher, ça vous coûte quasiment le prix en coût de revient, ça vous coûtera peut-être même plus cher qu'un véhicule à énergie thermique, hein. On est bien d'accord. En revanche, si vous le chargez chez vous, ça vous coûte moins cher, mais pour une batterie standard, il faut compter, accrochez-vous Jean-Marie, environ 19 heures de charge intégrale. Et là... Il faut faire une sacrée grasse mat, effectivement. Là, ça peut rebuter. Oui, ça peut quand même rebuter. Pour aller à fond. Hein. Mais il ne faut pas avoir d'urgence, avoir besoin d'aller à l'hôpital, d'emmener quelqu'un. Non, ça c'est clair. Ça c'est clair. Le seul avantage, c'est qu'en revanche, on démarre vite. Ça c'est l'avantage quand même. Quelle marque a le plus d'avance d'après vous? Quelle marque se détachera d'ici 20 ans parmi les traditionnelles et laquelle a le plus de retard? Alors, c'est un pronostic, c'est pas facile. Dans 20 ans, là c'est un horizon un peu lointain, mais... Donnez-moi un horizon crédible. Non, mais aujourd'hui, Tesla a un avantage parce qu'ils ont leur propre réseau de distribution. Donc l'enjeu aussi, c'est les bornes de recharge. Certes. Donc Tesla a son propre réseau, donc ça leur donne un avantage aujourd'hui.
mais je pense que les constructeurs allemands vont se réveiller. Les constructeurs allemands sont quand même bien positionnés pour... Et des marques des pays émergents ou pas encore? Pas encore, Chine, parce Inde, que... à l'exception de Tata, puisque Jaguar appartient à Tata. Les marques chinoises sont pas encore tout à fait en Europe. Il faudra qu'ils fassent des efforts quand même sur j'ai envie de dire l'enveloppe de la voiture, le côté automobile des voitures, c'est-à-dire tout ce qui est le châssis, les suspensions. Les japonaises sont très fortes sur l'électrique. Les japonais sont bons. Bon, mais on verra justement l'avenir de l'automobile, peut-être à l'électrique ou pas, que ce soit par contrainte ou par choix. Merci d'être intervenu ce soir sur Sud Radio. Sylvain Resser, je le rappelle, d'ailleurs, vous êtes journaliste auto au Figaro. On peut vous lire toutes les semaines, en tout cas, dans le journal Le Figaro. Merci à vous d'être intervenu sur Sud Radio.